C'est avec une immense joie que je vous retrouve sur la Duf FM au cours de cette semaine de confinement afin de vous proposer une série de 3 podcasts portant sur la dernière œuvre au programme, j'ai nommé La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Aujourd'hui, à l'occasion du dernier épisode de cette série de podcasts dédiée à la Princesse de Clèves, nous allons centrer notre regard sur le point sans doute le plus passionnant du roman, autrement dit l'amour, et en particulier sur le trio amoureux qui va se créer autour de la princesse, du prince et du duc de Nemours. Alors que pullulent sur nos écrans des émissions de télé-réalité où les candidats profitent de la moindre occasion pour copuler, nous allons étudier un personnage à contre-courant qui, elle, va refuser de consommer sa passion. Alors pourquoi celle qui aurait pu pécho ne pécho pas ? Vous allez tout savoir si vous écoutez cet épisode. Mais pour vous parler de trio amoureux, je dois tout d'abord vous parler de la scène à partir de laquelle le trio amoureux va se former, c'est-à-dire la fameuse et célébrissime scène du bal. Il faut se souvenir que Madame de Lafayette prépare cette rencontre, elle n'a pas lieu par hasard. En effet, quelques lignes plus tôt, le lecteur peut lire que la princesse de Clèves a entendu les plus grands compliments à propos de Nemours, à tel point qu'elle est extrêmement curieuse, l'accent est véritablement porté sur ce détail, de le voir. Et c'est ce qui va arriver lors du bal. C'est par un concours de circonstances soigneusement réglé par la romancière que Nemours arrive, quand le bal est déjà commencé. Le roi ordonne à Madame de Clèves de prendre comme cavalier celui qui vient d'arriver. Ils se mettent à danser sans avoir été présentés. Les deux personnages semblent être faits pour se rencontrer. Il nous faut remarquer que leurs portraits se répondent comme sous un système de miroir. En effet, ils sont des symboles de perfection, lui de perfection masculine, elle de perfection féminine. Leur danse donne lieu à un véritable spectacle et tous les courtisans les observent dans un murmure d'admiration. Ils sont au cœur de la scène. Deux autres personnages, outre les courtisans, vont l'observer. Le duc de Guise, qui est présent, lui aussi amoureux de la princesse, et d'une certaine façon sa mère, qui même si elle n'est pas présente, va pouvoir observer la scène plus tard lorsque la princesse va lui narrer le bal. À la fin de la danse, la princesse et le duc entament un curieux dialogue, puisqu'ils vont communiquer sans s'adresser directement la parole, mais en parlant tous deux à la reine. Il est intéressant de noter que le duc de Guise comprend avant même les deux héros qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Le texte dit la chose suivante, je cite « Le chevalier de Guise, qui l'adorait toujours, était à ses pieds, et ce qui se venait de passer lui avait donné une douleur sensible. Il le prit comme un présage que la fortune destinait M. de Nemours à être amoureux de Madame de Clèves. » Venons-en au premier aveu, une scène qui a fait couler énormément d'encre et qui continue encore à en faire couler, car il a été jugé invraisemblable qu'une femme du XVIIe siècle avoue à son mari aimer un autre homme. Lorsque la princesse comprend qu'elle aime Nemours, elle se retire de la cour, ce qui va éveiller la surprise mais aussi l'inquiétude de son mari. Le premier aveu a ainsi lieu. L'aveu de la princesse au prince de Clèves, son mari. Cet aveu a quelque chose de singulier, c'est qu'il est formulé par la princesse au prince, mais qu'il est également entendu par Nemours qui assiste caché à la scène. Les phrases de la princesse sont soigneusement choisies, pour dévoiler sans clairement dévoiler son amour pour Nemours, mais aussi par ses silences. Elle dit sans dire et en dit trop peu. Parce qu'elle veut être honnête, mais aussi parce qu'elle n'arrive pas à lutter contre cette passion, elle emporte son mari dans ses tourments. Une fois l'aveu de la princesse de Clèves achevé, le lecteur attend avec la plus grande des impatiences la réaction du mari. Après un long silence, le prince de Clèves prend la parole. Tout d'abord, il s'excuse de ne pas être à la hauteur de sa femme. Puis, il veut savoir qui est l'homme qui a fait naître des sentiments qu'il pensait impossibles. En effet, il était convaincu que sa femme ne pouvait aimer. Il découvre pourtant qu'elle nourrit une passion pour un autre que lui. Il devient très touchant aux yeux du lecteur à cet instant. Il espérait vivre le bonheur de l'amour conjugal, mais celui-ci lui échappe, de la même manière que la princesse de Clèves lui échappe, alors qu'elle est pourtant sienne. Il correspond à un modèle social du XVIIe siècle que l'on nomme l'honnête homme. Alors que les paroles de son épouse l'ont terrassé et qu'il pourrait lui en vouloir, il reconnaît sa vertu et s'excuse de ne pas être aussi exceptionnel qu'elle. Elle lui demande de l'aide, la détourner de la passion.
Cet aveu constitue un tournant dans le roman. Son mari, qui était un appui, qui s'était substitué à Madame de Chartres, malgré son amour, malgré sa passion, ne peut plus être un adjuvant, ne peut plus être une aide. Il est dévoré par la jalousie, il éprouve, le roman le dit, une douleur mortelle. Je vous rappelle que Nemours assiste caché à la scène. Comme la princesse tait le nom de celui qu'elle aime, il ne se reconnaît pas immédiatement et va aller rapporter cette discussion au vidame de Chartres en ne dévoilant pas la personne qui a fait cet aveu. Toutefois, cette histoire va être diffusée à la cour. Tout le monde va s'interroger sur les protagonistes de cette scène. Et le roman va nous questionner sur la cour et sur son incapacité à garder un secret. Peu de temps après, le prince découvre que c'est Nemours que sa femme aime. Il envoie un espion pour la surveiller dans leur maison de campagne. Sur place, l'espion découvre Nemours qui est venu surprendre Madame de Clèves. La princesse et Nemours ne se voient pas, ne se croisent pas, mais l'espion rapporte avoir vu le duc chez Madame de Clèves. Persuadé d'avoir été trahi, le prince accuse sur son lit de mort la princesse de trahison et meurt de jalousie. Cette mort pourrait apparaître comme une libération de la princesse. Après celle-ci, Nemours espère d'ailleurs que cela va être l'occasion pour elle de dévoiler ses sentiments. On peut en effet considérer qu'après le délai de deuil, la voilà libre, rien ne s'oppose plus à son bonheur. Mais elle va dire non, non à la passion, en invoquant le devoir et le repos. J'en viens donc au deuxième aveu, l'aveu qui a lieu à la fin du roman, celui de la princesse au duc de Nemours. En quoi cette conversation, en quoi ce deuxième aveu est-il extraordinaire ? Les deux personnages connaissent tous les deux leur passion. Ils peuvent donc se parler avec sincérité. Dans cet extrait, Madame de Clèves dit énormément de choses. Tout d'abord, elle formule une responsabilité qu'elle va faire peser sur les épaules de Nemours. En effet, elle estime qu'il est responsable de la mort de son mari. Nous pourrions évoquer à cet instant un lien entre la princesse de Clèves et le Cid de Corneille. Dans le Cid, Chimène ne peut épouser Rodrigue car il est le meurtrier de son père, de la même manière que Madame de Clèves ne peut épouser le meurtrier de son mari. Et puisque nous établissons un lien avec une pièce de théâtre, il nous faut remarquer que la dimension théâtrale que nous avions déjà relevée dans le premier aveu est perceptible à nouveau ici. L'entrée de Nemours, qui surgit par un escalier dérobé, n'est pas sans rappeler une entrée théâtrale. De plus, il s'agit pour la princesse de formuler un adieu d'une héroïne tragique. La narratrice va s'effacer devant les répliques des personnages et le silence s'impose au début de l'extrait. Pourquoi Madame de Clèves refuse-t-elle de vivre sa passion pour Nemours ? Elle évoque plusieurs raisons. La première, je vous le disais plus tôt, est la responsabilité qu'elle fait peser sur les épaules de Nemours, puisqu'elle estime qu'il est responsable de la mort de son mari. Pourtant, elle juge, elle aussi, être coupable de cette disparition. Elle fait référence à son devoir d'épouse, qui, elle le reconnaît, n'existe que dans son imagination. La dernière raison qui motive son départ et son refus de vivre cette passion est qu'elle estime que l'amour est tout sauf éternel. Elle ne croit pas en sa durée et elle préfère rompre avant même que l'amour soit consommé. Nemours a déjà eu plusieurs passions et en aura sans doute encore. Lorsqu'elle sera à Nemours, il est possible qu'il cherche une autre femme. En refusant l'amour, la princesse tente de le conserver. On sent à cet instant l'influence janséniste sur le roman, le jansénisme qui, je vous le rappelle, a une vision très pessimiste de l'amour. La princesse prononce la phrase suivante : « Les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. » Elle regarde l'homme qu'elle aime, et devant les efforts de Nemours, son cœur n'est pas insensible. Il y a une entente impossible entre les deux personnages, qui va sceller la fin du roman, et qui va sceller leur séparation. Si la princesse fuit la passion, c'est pour échapper au malheur, alors que si le duc essaie de la convaincre, c'est pour accéder au bonheur. La fin du roman est donc très ambiguë. Est-ce que la princesse de Clèves est admirable ? Est-ce que son refus est le signe d'une forme de lâcheté, de peur ? On ne peut pas trancher. Il n'en demeure pas moins que Madame de Lafayette refuse à ses deux héros une fin heureuse. Pendant de nombreuses années, j'avoue que la fin de ce roman me mettait absolument en colère. Oui, c'est le moment où je raconte un peu ma vie. Pourquoi une femme, certaine d'être aimée et amoureuse, refuse la passion qui pourrait la rendre heureuse ? C'est en préparant cette série de podcasts que j'ai pu écouter l'analyse d'un philosophe, Alain Finkielkraut, qui dit la chose suivante sur la princesse de Clèves. Selon lui, il ne s'agit pas d'un sacrifice qu'elle fait.
Il la voit comme une amoureuse idéaliste qui décide de préserver l'idée d'un certain amour plutôt que d'affronter la peur d'une défaite. Mais que se passe-t-il après cet aveu ? La princesse part et va refuser toute forme d'entretien à Nemours. Lui, de son côté, fait tout ce qu'il peut pour la faire changer d'avis. Mais la narratrice se fait la remarque suivante, que les années passent et qu'avec les années, la passion de Nemours va s'éteindre. La princesse, de son côté, qui s'est retirée dans les Pyrénées, meurt quelque temps plus tard, en laissant, je cite le roman, des exemples de vertu inimitables. Ici s'achève le dernier épisode de cette série de podcasts consacrée à la princesse de Clèves. J'espère que ces 3 épisodes vous auront permis de mieux comprendre une œuvre que je sais si difficile d'accès. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et je vous dis à bientôt.